Bonjour à nos collègues d'Angers, d'Arcueil, et bonjour aussi à nos collègues pour la première fois de Nancy, donc nos collègues des régions, grâce à une suggestion de notre collègue Vincent Salvi. On est aussi aujourd'hui en retransmission directe à Nancy. Voilà. Et on est là aujourd'hui pour parler de quelque chose de très, très intéressant, qui c'est d'abord l'intelligence, après les collectifs, après les collaboratifs, après. C'est de nous tous. Donc, Magali vous envoie les bonjours. Magali est aujourd'hui dans une mission à l'extérieur pour justement travailler sur comment on travaille les leaderships au féminin. Donc, c'est très bien aussi pour notre entreprise, mais elle vous embrasse, comme elle a dit, tout simplement. Elle regrette le fait de ne pas être là, mais elle m'a passé quelques missions pour vous donner un peu quoi de neuf sur Cap Digital. Donc, je profite pour vous dire, Cap Digital, on est en pleine énergie. Notre équipe, elle a grossi, et c'est pas en taille, hein, elle a grossi justement parce qu'on a plus de Digital Transform qui est arrivé, justement pour faire face aux enjeux à la fois business et à la fois des transformations de l'entreprise. Donc, du côté business, on a bien sûr toute notre offre qui, Magali est aujourd'hui en mode e-startup immersion, avec une partie d'équipe justement pour réfléchir à des innovations, à des idées sur les business qu'on va proposer à nos clients. Et du côté transformation d'entreprise, on a justement plus de digital transform parce que, heureusement, vous êtes encore plus nombreux, chaque fois plus nombreux, à faire des idées, à avoir des initiatives, à participer dans la transformation digitale. Donc, on a besoin de plus de force pour vous accompagner à accélérer cette transformation. C'est que c'est une très bonne nouvelle. Et un des exemples de cette initiative, c'était justement les challenges qui étaient proposés et animés par nos collègues de marketing stratégique. Donc, je vois les représentants là. Je ne sais pas si Olivier est parmi nous, mais bon, Pierre-Alain. Donc, notre challenge innovation, qui a un succès incroyable. Donc, vraiment très bien la participation de tous les collaborateurs. C'est qui ne surprend pas tout le temps parce que nous, on a le privilège de voir et d'être surpris par les initiatives des collaborateurs. Et donc, les challenges, je vous apporte quelques nouveautés. Donc, les 11 septembre, on a fait passer dans un comité qui s'appelle CAP, qui peut-être vous avez des doutes sur qui est participant de ces comités, mais pour vous faire simple, c'est le même comité qui aujourd'hui évalue les startups dans le cadre de OpenCNP. Donc, c'est les gens qui sont habitués à évaluer des innovations. Et ils ont évalué avec beaucoup d'énergie. Magali était vraiment très contente de cette réunion, de voir l'implication de chacun pour évaluer les idées. Et là, on a déjà les top 10, les top 10 idées qui sont là en plein activité avec Lisa qui les accompagne justement pour les préparer à passer en pitch. Donc là, ils vont défendre leurs idées. Et c'est les 28 ou 29 29 là, donc tout proche, pour présenter les idées. Et à la suite, on aura les 5 projets qui vont, oui, être réalisés avec l'accompagnement d'Elisa. Et Lisa, comme on parle des collectifs, il ne peut pas faire ça toute seule. Donc, du coup, elle a fait appel à des collègues parmi nous, justement, pour aider à coacher ces équipes avec notre ADN propre de CNP Assurance. Donc, on aura concrètement une équipe externe qui va nous accompagner et des collaborateurs qu'on a sélectionnés, des 5, je dirais, volontaires, j'espère, non, Lisa? Et voilà, qui vont nous aider à réaliser ces projets. Et on aura 4 mois pour les réaliser. Donc, on croise les doigts, on envoie plein d'énergie, plein de courage à ceux qui présentent les idées. Et aujourd'hui, on va parler justement, c'est quoi, qu'est-ce qui nous mène à innover quand on est en collectif, quand on est en collaboration. Donc, on a invité Christine, donc Christine Marson. Bonjour, voilà, bienvenue. Qui est parmi nous aujourd'hui. Son CV, comme on dit, parle déjà beaucoup de qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui en termes d'échange. Donc, c'est vraiment psychosociologue, coach exécutive. Elle travaille justement sur ces mailloticiennes.
Je vais m'entraîner aujourd'hui. Hein. Donc, on va découvrir qu'est-ce que ça veut dire. Et elle propose justement une conférence participative. C'est que j'attends concrètement de tous, y compris à distance, de participer aujourd'hui. Elle nous a offert aussi un de ses ouvrages qui parle justement de l'intelligence collective. Donc, je fais signe. Donc là, bien sûr, on va faire un tirage au sort après, avec ceux qui participent, soit par WhatsApp, soit par IMR, soit en présence. Alors, si tu me demandes pourquoi j'aime bien travailler au sein de CNP Assurance, et notamment pourquoi j'aime bien être Digital Transform, Christine, je peux te dire, j'adore mon travail parce que je suis surprise à chaque jour comment les personnes qui sont là, représentées, mais qui sont aussi dans les bureaux, ils arrivent à faire des choses incroyables, tout simplement qu'on les laisse être incroyables. Donc, profitez et bonne conférence pour nous. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité. Et puis, si vous faites déjà tout ça formidable, j'ai plus qu'à repartir. Mais on va peut-être se dire qu'on a peut-être des choses à échanger, on ne sait jamais. Alors, quand je vois, c'est normal, vous êtes arrivé plutôt par là. Je vais prendre 3-4 minutes. Bon, présenter, c'est fait, donc ça, c'est réglé. Je veux bien la petite... merci. Parce qu'on ne va pas passer trop de temps sur ça. Donc, je rentrerai dans les éléments que je vais vous partager après, mais d'abord, j'ai besoin de vous faire une petite expérience de quelques minutes. Et pour ça, j'ai besoin que ça soit assez équilibré. Alors, vous pourrez vous réasseoir comme vous le souhaitez juste après, mais le fait qu'il y ait tout le monde là, enfin beaucoup de monde là, ça ne me va pas du tout. Donc, j'ai besoin, s'il vous plaît, que vous puissiez vous équilibrer en volume pour qu'il y ait des gens là, là, là et là. S'il vous plaît. Et promis, après, vous pouvez vous réasseoir comme vous voulez. Alors évidemment, je viens vous casser les pieds sur le confort dans lequel vous étiez. Des fois qu'il y aura un lien entre acteurs de changement et intelligence collective, on ne sait jamais. Hein. Bon, mais voilà. Donc essayez qu'il y ait un peu des gens là, au milieu. Voilà. Sinon, ça fera ce que ça fera. Donc, pourquoi je vais vous proposer une expérience ? C'est parce que de l'intelligence collective partagée en mode conférence, il y a déjà un problème de base. Non pas que... Enfin voilà, c'était une évidence et merci, mais ça s'expérimente d'abord, ça se discute après. Bon, là on discute, ok. Donc j'ai besoin de vous faire une expérience. Et ensuite, l'intelligence collective, ça inverse les postures. Donc là, on a un format qui n'est pas un format qui permet l'intelligence collective. Je suis dessus, toute seule, sur une estrade, et vous êtes en face de moi, plein que je ne peux pas arriver à rencontrer. Donc soyez attentifs à la forme des salles, des lieux que vous retenez pour faire de l'intelligence collective, parce que là c'est de la conf, mais quand c'est vraiment pour un atelier ou quelque chose, il faut vraiment que la salle soit propice. Et on voit bien qu'on a tous, dans nos grandes entreprises, des structures comme ça qui sont adaptées à une solution, mais pas forcément à l'autre. Bon, ça y est, vous êtes prêts, vous êtes chauds, vous voulez bien jouer avec moi ? Oui, voilà, je vais donner les infos et après, voilà. Alors, je vais vous proposer de bien voir dans quel axe vous êtes. Donc là, c'est un peu léger ici, mais on va faire comme ça. On va aller, le premier groupe, ça va aller de monsieur, vous, votre prénom, je vous prie. Le monsieur, là, avec la chemise blanche et les lunettes. Voilà, vous. Votre prénom, c'est José. Donc de José à Philippe, vous êtes un groupe. Donc, vous allez faire ce que je vais vous proposer en étape 1. Vous allez pouvoir le faire assis, confortable. Vous pouvez même risquer et essayer de le faire même debout. On ne sait jamais. Hein. Mais je ne veux pas quand même vous choquer à ce point-là d'entrée de jeu. Ensuite, votre prénom, s'il vous plaît. Aurélie. Et au bout, madame, tout au fond. Oui, vous. Oui, non, il n'y en a plus après. Vous. Voilà. Donc, vous serez le groupe 2 jusqu'à que je me gourre pas. Jusqu'à vous. Fabienne. Et tout au fond, monsieur. Voilà, donc le groupe 1, vous avez vu vos repères. Le groupe 2, vous voyez dans quel périmètre vous êtes. Le groupe 3, vous. Clotilde, jusqu'au monsieur tout au fond avec les lunettes. C'est vous. Voilà, jusqu'à vous. Et puis, voilà, jusqu'à madame avec l'écharpe bleue. Voilà. Et vous, monsieur, devant ? Voilà. Donc ça, c'est le groupe 3.
Et pour les autres personnes à côté, c'est le groupe 4. Ça va jusque-là? Alors, pour les personnes qui sont à distance, eh ben, il faut vous débrouiller pour faire 4, là. Donc, vous vous débrouillez géographiquement pour que vous ayez 1, 2, 3 et 4. Même si vous êtes une personne, 2 personnes, 1 personne, 3 personnes, c'est pas grave. Mais débrouillez-vous pour que dans la salle, vous soyez répartis en 4. Est-ce que ça va jusque-là? Bon. Alors, on va faire un tout petit exercice qui est pratiqué par les musiciens. Simplement, tout le monde le connaît, c'est super. Alors, si vous connaissez, on va gagner du temps. On va utiliser des onomatopées pour rendre compte de la musique, d'instruments, parce qu'on ne va pas les amener. Et on va simplement faire un groupe après l'autre et vous allez voir ce que ça fait quand on sait vraiment bien le timer. Donc, le premier groupe va faire boum, boum. Allez-y, boum, boum. Ah ouais, non, mais alors ça, c'est le lundi matin du mois de novembre, hein. Alors, on s'est reparti. Donc, il faut chauffer la salle. C'est comme un concert. Il va falloir que ça pète de partout. Le premier groupe, boum, boum. Alors, je recommence. Donc, vous allez mettre toute votre énergie. C'est le matin, vous vous chauffez à fond. Boum, boum. Ah, c'est mieux, hein? Encore? Voilà. Enfin, si vous pouvez y aller à fond, ça sera très bien. Le deuxième groupe, c'est super simple. C'est comme un ballon. Facile, ça. Alors, allez-y à fond. Ah ouais, là, ils sont plus forts que les boum boum. Allez, boum boum, on recommence. Oh, ils sont top, hein. Mais non, faut pas rire. Alors, boum boum. Vous allez faire waouh. Vous savez, comme les cymbales. Waouh! C'est facile, ça. Allez-y. Waouh! Et le dernier, c'est le petit triangle. C'est ping! Allez-y. Alors, on va la refaire. On va faire tout le monde. Donc, vous avez compris. On fait un tempo dans sa tête. Alors, vous comptez pas trop comme ça, hein. On fait 1, 2. Donc, boum, boum. Psh, wa, ting. Et vous aussi, hein. Boum, boum. Psh, wa. Ben, il faut les soutenir. Alors, c'est parti tous ensemble. Donc, à 3, on démarre, ok? 1, 2, 3. Bon, c'est pas possible. Bon, moi, je m'en vais, hein. Au revoir. Vous n'avez besoin de rien. Non, je dis ça parce que j'ai déjà fait ça une fois dans une entreprise qui avait un petit peu besoin d'accompagnement. On y a passé du temps, hein. Avant que ça soit harmonieux. Alors, ce que je voudrais vous demander, donc c'est bon, vous pouvez vous rasseoir où vous voulez, je vous embête plus, c'est fini, c'était juste un petit appetizer parce que sinon, j'aurais pas assez de temps pour raconter 2-3 bricoles. Une question. Regardez-vous les uns les autres pour voir la tête que vous faites. Vous êtes plutôt en train de sourire et joyeux, plutôt. Et juste une question intérieure, est-ce que vous avez l'impression que... comment est la température du corps à l'intérieur? Pareil qu'avant ou plus chaud normalement pour la plupart? Et c'est très intéressant de voir. Vous allez voir après, quand je vais parler, vous allez vous regarder après, c'est plus la même tête, normalement, hein, sauf si... Et la température n'est pas la même. C'est-à-dire que quand on se mobilise soi-même, quand on est acteur, et en plus quand on est acteur ensemble, on mobilise une énergie de malade. Et ça se sent, et du coup, vous pouvez baisser le chauffage. Bon, merci d'avoir bien voulu jouer le jeu. Donc, je vais vous partager quelques éléments sur qu'est-ce que c'est. Donc, ma façon de fonctionner, c'est plutôt de faire expérimenter d'abord, de modéliser après et de mettre de la théorie à la fin. Sinon, on ne comprend pas de quoi on parle. Donc, je passe. Alors, quand on parle d'intelligence collective, en fait, il y a plein de choses qui se font en entreprise. On parle d'innovation, on parle d'agilité. Donc, je vous ai mis plein de notions connexes comme ça, que vous avez peut-être déjà expérimentées ou que dont vous avez entendu parler, etc. Donc, on a autant de l'intelligence collective que de l'agilité, de la systémie, de la complexité, des Serious Games et compagnie. Je passe les éléments. EL, c'est pas ET, téléphone maison, c'est entreprise libérée. C'est un des concepts. Voilà.
Donc tous ces concepts-là, ils émergent pas par hasard, ils émergent parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et les outils et les méthodes, c'est bien, mais quand on saisit vraiment ce qui est en train de se passer, on peut déployer davantage l'esprit même de l'intelligence collective. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ce changement aujourd'hui alors qu'on vient d'un moment individualiste? On va voir qu'est-ce qui nous amène à ça. Alors, ce qui nous amène à ça, c'est un vrai changement de paradigme, un changement de civilisation. Je partage cet avis-là avec Edgar Morin et je lui dois le bonheur d'avoir rencontré la transdisciplinarité et la complexité et la joie d'avoir jamais soutenu ma thèse parce qu'ils n'ont pas voulu que je parle de choses comme ça. Déjà, lui, il a eu du mal à l'époque, mais alors les petits schtroumpfs après, il y a longtemps en tout cas, ils n'avaient pas le droit de faire des choses transdisciplinaires. Maintenant, ça va, il faudrait que je la refasse maintenant, ma thèse irait mieux, mais quand je l'ai faite, on m'a dit « faut choisir, camarade, hein, ou t'es psy, ou t'es sociaux, ou t'es psychosociaux, ou t'es je sais pas quoi, mais tu ne peux pas être tout ça. » Les slasheurs, vous connaissez, vous avez entendu le mot, de faire plusieurs choses en même temps. Les générations Y, ils ne sont pas que Y, il y en avait d'autres avant. Et maintenant, on appelle ça les zèbres, c'est-à-dire des gens qui font plusieurs choses en même temps. Et ben voilà. Mais il y a quelques temps, ça ne passait pas dans l'académique. Alors, un changement de paradigme, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un modèle de société qui est en train de changer de façon radicale. Toutes les composantes de la société bougent. Donc ça veut dire des repères qui sont bousculés, des changements totalement radicaux, aussi bien de normes, de valeurs, de standards, que ce soit dans la science, que ce soit dans la société, que ce soit dans tout ce que vous voulez, à tel point que pour la plupart, c'est vécu comme un chaos. C'est-à-dire que si on n'a pas des règles, des clés pour comprendre ce qui est en train de se passer, eh bien, on va mal vivre les choses et on va se dire c'est le grand bazar. Et donc, il faut faire quelque chose face à ça. Et donc, ça va entraîner pour beaucoup des phases où on se recroqueville. On va tomber dans des conservatismes, on va tomber dans des replis. Ça, c'est une des options. Une partie au milieu est juste paumée. Donc, ça peut accentuer les burn-out parce que c'est vraiment un facteur de déstabilisation. Donc, quand on peut avoir déjà des épreuves personnelles, mais en plus, quand la société dans son ensemble bouge complètement, c'est compliqué. Et vous voyez bien, au niveau macro-géopolitique, le bazar que c'est. Si on regarde sur une dizaine d'années, on se dit non, au secours. Hein. On va de quelque chose de plus ouvert à quelque chose qui revient en super archaïque et tout. On se dit non, il y a un truc qui ne va pas là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez les clés de lecture de savoir ce qui se passe. Donc là, je ne peux pas vous le détailler, je vous le mentionne à peine. Du coup, on n'a pas les clés pour comprendre dans quelle complexité on est, comprendre qu'on est dans la phase intermédiaire de turbulence et de chaos et que par conséquent, quelque chose est en train d'émerger. Il faut se détendre, tout va bien, ça émerge. Et on y est contributeur. Et vu comment vous savez faire de la musique en 2 secondes, j'ai pas de souci pour les personnes de cette entreprise d'être en capacité d'être acteurs de cet élément en émergence. Et donc, il y a quelques pionniers qui explorent les terres inconnues. On les prend en général pour défaut au départ, et puis au bout d'un certain temps, quand on a enfin compris de quoi ils parlaient, on comprend ce que c'est, tout le monde suit, ça devient la nouvelle norme et ça devient le nouveau paradigme. Donc, moi je l'ai appelé le paradigme dans lequel on est, néo-renaissance. Je vous le fais rapidement, on a parlé de paradigme moderne, donc c'est celui-ci qui est en train d'être déclinant, ça ne veut pas dire qu'il disparaît, il est déclinant. Celui qui est au milieu, c'est la postmodernité, c'est-à-dire un truc qui déconstruit, mais qui n'a pas encore donné les fruits de la suite. Donc c'est là qu'on peut voir tous les tâtonnements, les tribus, etc. Ça, c'est typiquement le tâtonnement intermédiaire. Et moi, je me suis amusée à l'appeler néo-renaissance. Pourquoi? Parce que on voit que c'est la même effervescence que la Renaissance. Et tous les domaines sont revisités. Mais alors tout, aussi bien l'art d'une certaine manière. D'ailleurs, si vous regardez le street art, il est en train de bouger aussi. On avait les tags et autres qui étaient quand même assez, je ne qualifie pas, qui étaient ce qu'ils étaient, en post-modernité, très underground. Et là, maintenant, on est en train de voir de la beauté qui est en train de réapparaître. La danse classique se mélange avec le hip-hop, je ne sais pas si vous avez vu, et c'est incroyable de voir ce mélange qui apparaît. L'art est toujours en avance sur le reste, parce qu'il y a cette part intuitive qui capte les informations avant que la part analytique ait la capacité de les analyser pour savoir. Donc, que vous regardiez dans la poésie, dans l'art, dans n'importe quelle facette, vous allez voir les prémices de ce qui est en train d'arriver. Ce qu'a fait Picasso quand il a fait Guernica, ce morcellement nous a donné la suite. D'accord ? Donc, on voit bien en quoi c'est évolutif. Donc, il y a tous les domaines qui sont engagés.
Je passe sur les détails aussi pour aller vers ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que l'interconnexion de milliards d'individus, on n'est plus à 7, on frise les 8, je ne sais plus combien on est, mais ça va tellement vite. Enfin, vous voyez à quelle allure ça va. Et donc, on a eu parlé de village mondial, et c'est plus angoissant qu'autre chose. Parce que connaître ses voisins, ça va à quelques-uns, mais vous dire, je suis copain avec plein de milliards de gens, c'est à la fois peut-être génial pour certains, mais ce n'est pas tellement rassurant pour nous humains, parce que nos capacités cognitives ne nous permettent pas forcément d'être vraiment en interaction fine et profonde avec des milliards d'individus. Un petit groupe, oui. Donc cette interconnexion, c'est ce qui nous amène vraiment à la règle du système, de la complexité. C'est-à-dire que ça veut dire beaucoup de gens en lien, donc beaucoup d'interactions et beaucoup de feedback, de rétroaction. C'est-à-dire que chacun, vous le voyez dans les réseaux sociaux, chacun renvoie des trucs et on ne sait pas ce que ça va donner. C'est par exemple les printemps arabes. Vous avez toutes les boîtes de marketing qui rêveraient d'avoir réalisé les printemps arabes ou maintenant ce qu'a fait Emmanuel Macron en se disant hop, je prends les réseaux sociaux, j'envoie une info et ça fait un buzz de malade et on a des millions, des milliers de gens qui sont impliqués. Oui, non, mais ça ne marche pas comme ça. Il y a des facteurs que on n'arrive pas à maîtriser. En prenant les mêmes éléments, des gens, des réseaux sociaux, des infos, et ça fait un flop magnifique, et puis un autre, vous ne savez pas, vous envoyez un truc, et ça fait un buzz de malade. Donc il y a quelque chose d'imprédictible qu'on va retrouver dans toutes les grandes lois de la physique quantique. Ça aussi, je vous passe le truc, parce qu'il me faudrait plus de temps. J'ai mis tout dans mes livres, hein, si vous êtes curieux, mais on passe. Mais en tout cas, ce n'est pas par hasard que l'évolution de la physique nous amène à avoir une lecture de notre évolution sociale. Elle nous donne des clés. Ça met un certain temps. Les temps se raccourcissent vu les partages d'informations que nous avons et la vélocité de partage d'informations. Mais quand même, ça prend un certain temps entre ce que la physique fait évoluer, ça soit pris par les autres champs du social et que ça devienne suffisamment connu et maîtrisé par nous pour devenir le nouveau paradigme. Le lien, il est clair. Hein. On avait Galilée qui a posé quelque chose et on a eu ensuite la Renaissance et on a eu les Lumières. Enfin, si vous regardez, vous verrez exactement la même structuration dans le temps il y a quelques siècles. Voilà, donc avec Internet et les réseaux sociaux, on a un changement radical de comportement entre nous. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quelque chose de très pyramidal. Maintenant, c'est quand même super facile. Il y a quelqu'un de connu, vous allez sur la page, pouf, vous envoyez un message. Bon, c'est l'administrateur qui décide ou pas d'où passer le message, mais voilà, on peut accéder comme ça. Les gens se tutoient facilement. Donc, il y a quelque chose de très plat qui est quand même la continuité de ce qui avait démarré avec les organisations matricielles et autres. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer vers beaucoup plus de coopératifs et qui, du coup, a des conséquences d'inversion des pouvoirs, ou en tout cas qui bouscule les pouvoirs. Donc ça veut dire ça va bousculer la place que j'ai dans l'entreprise, la reconnaissance que je peux obtenir de l'entreprise et des autres autour de moi. Et donc ça se réinvente, il y a de nouvelles modalités de fonctionnement et chacun peut trouver sa place. Donc il ne faut pas passer de quelque chose de très pyramidal et individualiste à quelque chose de très noyé, parce qu'on a déjà vu ça au niveau communisme. Je ne parle pas de l'aspect politique du communisme, mais il y a eu cette envie de niveler tout le monde au même niveau, ça ne marche pas. Donc ce que nous avons à réinventer aujourd'hui, c'est comment nous pouvons avancer collectivement tout en gardant nos singularités. Eh bien, je peux m'agiter, moi. Alors, donc, pourquoi parler de Renaissance ? Eh bien, je vous l'ai dit. Donc, on peut passer. De toute façon, vous l'aurez, la présentation, donc vous pourrez revenir dessus. Je passe parce que ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer que ce que nous redécouvrons aujourd'hui est en fait présent dans la nature depuis toujours. On l'avait juste oublié. Et petite parenthèse, c'est avec les travaux de Darwin que certaines personnes ont pris une partie des travaux de Darwin et ont tordu son message parce que c'était intéressant pour soutenir le paradigme économique et libéral. Donc en disant que c'est la loi du plus fort et autre. Non, c'est la loi du plus adapté. Et dans la réalité de l'intelligence collective animale et dans le vivant, c'est la coopération qui prime. La compétition est marginale. Pourquoi ? Parce qu'elle est coûteuse d'énergie. D'accord ? Donc c'est trop coûteux en énergie. Je vais revenir, hein, je passe, mais comme je vous l'ai écrit, ça quelque part, j'y vais. Voilà, c'est là. Hop. Là, j'ai trouvé que c'était... Voilà. Les différentes étapes pour l'intelligence collective
donc dans le champ animal et végétal, c'est d'abord, on a une capacité à être en mutualisme et en symbiose. Donc, c'est comment le poisson clown, par exemple, va trafiquer avec l'anémone et ils vont se rendre des services. Le commensalisme, c'est les acariens sur nous. On ne les voit pas, heureusement. Sinon, on aurait peur. Mais bon, bref, ils grignotent sur nous tranquillement et ça ne nous fait rien, donc tout va bien. Donc, c'est une forme de coopération. Voilà. Coexistence, vous avez des espèces qui sont côte à côte et puis ils ne se font rien. Ils ne se nourrissent pas entre eux, mais ils ne s'abîment pas non plus, donc ça va. Parasitisme, prédation. Donc là, effectivement, ce n'est pas la même chose. Donc pour que l'un vive, il faut que l'autre meure. Et compétition, effectivement, ça existe. Hein, parce que quand je partage ça, on va me dire « Ouais, c'est pas vrai, le lion, il mange bien la gazelle, etc. » Certes, on est basé sur ce mode-là de la chaîne alimentaire. Donc on a toujours besoin de manger quelqu'un. Quoique, je ne sais pas si vous avez entendu parler des respiriens. Donc ces personnes qui arrivent maintenant à vivre comme les yogis indiens il y a des années, uniquement par la connexion avec l'énergie de l'univers. Et ça marche, ils ne meurent pas. Donc, ils sont observés par des tas de gens. Mais bon, on ne va pas le faire aujourd'hui. Hein. C'est promis. Voilà. Mais en tout cas, pour vous dire que ce qui est un peu une révolution dans nos représentations, c'est que nous avons été clairement, entre guillemets, shootés à la compétition. On nous a dit, c'est ça, c'est normal, c'est la loi. Et par conséquent, on ne sait plus coopérer parce que c'était qualifié de bisounours. Ça n'a pas une question de bisounours, c'est la question que c'est un des éléments de la nature. Donc je passe rapidement pour vous montrer que, en fait, chez les animaux, il y a plein de stratégies différentes pour rendre compte de l'énergie animale. Donc on connaît très bien les termites, les fourmis, etc. Ce qui leur est spécifique, c'est un système d'auto-organisation. Et la grosse différence avec nous, c'est qu'il n'y a pas forcément d'intention réflexive. Alors là, pour mon premier ouvrage qui était en 1999, chaque année, ça a changé le rapport qu'il y a entre... Vous avez vu, j'ai fait le lien entre nous, les humains et les animaux. J'ai pris volontairement les grands singes. On pense qu'on est super, super différents de tout le monde, des animaux et d'eux en particulier. Et régulièrement, le nombre de pourcentage d'ADN rétrécit au lavage. Donc, quand j'avais commencé à écrire, on était à 2% de différence. Maintenant, on est à 1%. Enfin, bientôt, on va être pareil. Voilà. Donc, tout ce qui nous est spécifique, on dit non, mais ça, c'est qu'à nous. Ben non. À un moment, la transmission, ben non, c'est partagé. La fidélité, c'est partagé, etc., etc. Donc, nous avons énormément de patrimoine animal. Et la question, c'est qu'est-ce que nous faisons de notre singularité, qui est la conscience, qui est la réflexion, la capacité réflexive, et donc notre intention. C'est avec ça qu'on peut faire la différence. Donc je passe les vols des oies, vous connaissez, le vol en V qui fait que celle qui est devant va être soutenue par celle derrière, et puis elle change comme ça régulièrement et elles tiennent longtemps. Les termites qui utilisent la stigmergie, c'est-à-dire qu'il y a un substrat qui va modifier l'environnement et à partir du moment où elle rentre, elle voit l'environnement qui est différent, elle se réadapte. Les gnous qui vont passer tous ensemble, par exemple, pour être plus forts. Ce petit oiseau qui a toute une stratégie intéressante en utilisant toutes les générations pour les uns qui guettent, les autres qui mangent et puis après ils tournent, etc. Donc voilà, quand vous regardez, vous dites « bah mince alors, on a inventé quoi nous ?» Alors là, c'est un traditionnel sur les meutes de loup, mais il y a des nouveaux travaux qui sont faits sur les meutes de loup pour voir que c'est pas aussi binaire que ça. C'est-à-dire qu'on avait la représentation, et on a quand même fait les travaux d'anthropologie, notamment sur ces travaux-là, en disant les meutes de loup, on a le couple alpha et on a une grande hiérarchie, etc., avec les loups oméga quelque part on sacrifie à chaque fois. Eh ben c'est pas si vrai. Et il y a des parcs où on observe des meutes de loups et en fait maintenant ils encadrent, les plus faibles sont au milieu et ils sont encadrés par les plus forts pour que l'ensemble tienne le choc plus longtemps. C'est quand même rigolo. Et une chose, je vérifie pour vraiment rester dans le timing de ce que j'ai à vous donner, que vous ayez de l'espace. Il y a dans les vidéos qu'on a sur YouTube, peut-être que vous avez eu comme moi, des films quand on était jeune, animaliers, et on nous a quand même énormément montré et uniquement montré la prédation dans les films animaliers. Et sur YouTube, il y a plein de films qui passent, et moi, il y en a un qui m'a estomaqué sur la coopération interespèces. Alors évidemment,
On filme plutôt les animaux que les végétaux parce que c'est plus difficile à voir. Oui, ça c'est récent avec le bouquin sur les arbres où enfin on commence à comprendre qu'ils ont une âme, qu'ils communiquent, tout ça. Sans passer pour péter du bocal, parce qu'avant c'était madame, vous avez fumé la moquette. Mais maintenant que le monsieur allemand a fait son petit livre sur le sujet et qu'il avait plein de scientifiques autour, on commence à dire ah bon, alors ça communique et si on le dit, on n'est pas bon. Bref, je parlais de quoi juste avant ? Voilà, merci. Donc sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo que je trouve vraiment géniale et il y en a plein d'autres. On voit une gazelle qui est attrapée par un crocodile. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et vous avez un hippopotame qui rentre dans l'art du crocodile pour dégager la gazelle. Enfin, je veux dire, bon, quel est l'intérêt pour l'hippopotame ? On ne sait pas. Donc il y a quelque chose d'autre qui a l'air de se passer. Et simplement, nous commençons à voir que la nature n'est pas que prédation et compétition. Et on découvre des choses qui existaient sans doute. Maintenant, vous avez peut-être vu, il y a des tonnes et des tonnes de titis et gros-minets qui sont sympas entre eux. Par exemple, alors qu'on a été shootés, nous, à gros-minets qui couraient après Titi pour le bouffer. Quand même. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chats qui continuent à manger des oiseaux. C'est pas ça que je veux dire. C'est incroyable de voir maintenant, vous avez un oiseau avec un truc entre les pattes et c'est un chat avec un oiseau entre les pattes. Vous dites, bon, ok, d'accord. Bref, alors le fait aussi, ça, il y a des études qui sont faites, c'est le mélange des espèces qui change les comportements. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des animaux qui soient tout le temps en contact des hommes, ça a aussi des incidences dans tous les sens. Bref, donc la coopération interespèces est très intéressante. Les forêts sont un espace de vie extraordinaire à partir duquel, depuis assez récemment, on se met à apprendre, on commence à regarder comment ça marche, ce qui a donné lieu au biomimétisme, par exemple, les biologistes apprennent de la nature et sortent des propriétés qu'ils ramènent dans le champ, par exemple industriel ou autre. Et quand on voit, par exemple, notre élan à nous de citadins, qui est de mettre de la nature dans Paris, c'est chouette. C'est vraiment très chouette. Sauf qu'on a oublié un truc de malade. Vous savez, quand on met de la végétation sur un mur ou a fortiori sur un toit, c'est mieux que rien. Ça, c'est clair. Mais la force du vivant de la forêt, c'est d'être en interconnexion sous la terre, entre elles, par les racines. Donc ça veut dire très profondément et qu'au travers de ces substrats se partagent plein de choses. Des sucres, des protéines, plein de choses. Donc vous mettez ça sur un toit, les racines ne vont pas aller bien loin. Et alors, vous mettez ça sur le frigo, autant vous dire que là, c'est... Bon. Donc oui, on essaie de végétaliser pour sortir de notre urbanisation, donc c'est pas mal, mais sans forcément connaître les lois du vivant. Donc on met quand même beaucoup en tension ce végétal qu'on amène dans ces conditions-là, soyons clairs. Et les pauvres arbres qui sont tout seuls sur nos trottoirs et partout, et qui n'arrivent pas, pareil, à descendre, là, ils aimeraient bien, mais... Il y a du béton, donc ils n'arrivent pas à passer. Et donc, ils ne peuvent pas communiquer forcément entre eux. Et c'est vraiment, mon ami Gauthier Chapelle appelle ça la sécurité sociale. C'est-à-dire que vraiment, il y a de l'entraide. Alors, il y a aussi de la prédation, qu'on soit clair. Il y a aussi des arbres qui meurent. Il y en a qui poussent plus que les autres, on est bien d'accord. Mais il y a énormément de choses qui passent par les cohabitations et les coopérations interespèces comme champignons et arbres. Donc, à partir du moment... Quand je vous parlais de changement de paradigme, c'est de décider de changer notre regard sur le réel. À partir du moment où on change notre regard sur le réel, on voit ce qui était là, mais qu'on ne savait pas regarder. Et à partir de ça, on est en train d'avoir dans toutes les disciplines des observations, des études qui sont faites pour voir comment ça marche le vivant, au-delà de ce qu'on en disait il n'y a pas si longtemps. Et donc on élargit notre représentation des choses, et ça va quand même loin, puisque ça va jusqu'à la nature humaine, où il y a eu des débats philosophiques depuis la nuit des temps pour savoir si la nature humaine était bonne ou mauvaise. Et en fait, on est en train d'avoir de plus en plus d'expériences qui sont faites avec des tout-petits. Et les tout-petits, s'il n'y a pas un contexte trop difficile, c'est comme l'épigénétique, le contexte l'environnement qui favorise la manifestation des gènes. Eh bien, pour les enfants, c'est pareil, ça va être le contexte qui va manifester telle ou telle chose. Et on observe que les enfants, sauf à être un contexte vraiment difficile et toxique, sont spontanément coopératifs. Et on voit des tout petits bouts
où l'adulte fait exprès, puisque c'est l'expérience, hein, il fait exprès de ne pas savoir faire un truc, de ne pas ouvrir une porte. Et vous avez cette espèce de tout petit bout avec ses couches là qui l'aide. Voilà, bon, bref. Et les mimiques aussi des bébés, quand on leur montre des scènes de coopération ou des scènes de compétition, ils vont d'abord spontanément vers la coopération. Donc ça, c'est mon autre ami Patrick Vivray, quand on parle de... il a fait tout un truc sur bisounours et tête à claque, je crois. Un truc comme ça. Et on était absolument d'accord sur le fait que ça suffit de nous dire que les bisounours, c'est que pour les enfants. C'est pourquoi est-ce que la norme, c'est d'avoir des valeurs de guerre dans la tête, que c'est normal d'être compétiteur et que c'est normal de tuer son voisin. Pourquoi est-ce qu'on est câblé comme ça? Et si on était câblé autrement, ça donnerait quoi? Bon, vous ferez bien ce que vous voulez, mais enfin, c'est juste intéressant de vérifier le câblage qu'on a. Et moi, je me suis amusée aussi à regarder les mythologies, parce qu'on se rend compte que nos mythologies, qui sont donc le récit de la création du monde pour chacun des peuples, 90% des mythologies de tous les peuples sont des mythologies de guerre. Enfin, c'est extraordinaire le nombre de violences qu'il y a dedans. Alors, c'était pour nous refléter, ça c'est réussi. Mais par contre, si c'était pour nous inspirer pour faire autre chose, on a encore un peu quelque chose à faire. Voilà. Donc, je vous invite pour le prochain challenge à inventer ensemble une mythologie de la paix. Bon, c'était pour rire. Je passe. Alors, ça c'est dit. Je peux passer à autre chose. Donc ça, je vous ai partagé les éléments. Les éléments de comparaison qu'il y a entre l'intelligence collective, donc animale et humaine. Donc la raison pour laquelle, personnellement, j'ai changé le nom, c'est que l'intelligence collective, elle embrasse tout. Elle embrasse l'intelligence collective par les réseaux au niveau technologique, mais c'est aussi l'intelligence collective animale, etc. Et donc, qu'est-ce qui nous serait spécifique et singulier? Alors, je vous ai fait un petit tableau avec, d'un côté, on va avoir ce qu'on appelle l'instinct collectif, tandis que nous avons l'intuition. Donc, si vous avez quelqu'un qui mélange instinct et intuition, c'est que déjà, il faut clarifier quelque chose. C'est pas au même endroit, c'est pas la même chose. Là, ça ressemble à des algorithmes d'intelligence collective. C'est d'ailleurs pas pour rien que les premiers qui ont parlé d'intelligence collective sont souvent des personnes qui ont travaillé dans l'informatique. Là, il est question plutôt d'interaction en mode systémique et holistique. Alors, holistique, c'est global, hein, c'est dans ce sens-là. À gauche, les opérations sont plus compliquées avec les humains, elles sont complexes. Compliqué, c'est il y a plein de choses, c'est l'une après l'autre. Complexe, c'est on a une difficulté à arriver à prévoir ce qui va émerger de l'ensemble. Il y a quelque chose qui dépasse ce qu'on pouvait prévoir et supposer en amont. Le principe de l'intelligence intuitive, c'est ça, c'est que vous faites quelque chose et vous savez après coup pourquoi vous le faites, ce qui est le contraire de l'intelligence analytique, qui est vous réfléchissez avant aux causes, aux conséquences et vous faites, et vous savez donc pourquoi vous l'avez fait, mais parce que vous y avez réfléchi avant. Mais les deux ensemble, c'est pas pour rien qu'on a deux cerveaux, ça marche pas mal. L'un, c'est une conscience individuelle non réflexive. Nous, elle est réflexive, donc il y a intérêt vraiment à la travailler, notre conscience. Là, on va être sur une co-construction, une co-création collective. On peut se poser des questions. On a l'envie de se réaliser par rapport à des éléments qui sont plus de l'ordre de la survie pour les animaux. Quoique, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi l'hippopotame a sauvé la gazelle? Eh ben, nous ne le saurons jamais parce qu'on ne sait pas encore parler de l'hippopotame. Mais apparemment, il y avait autre chose que la survie. Adaptation, reproduction sur Terre et créativité, génie, mode conquête de l'univers. Alors, ça se discute, hein, le mode conquête, mais je veux dire, c'était pour vous montrer des différences. Un autre petit élément pour comprendre ce qui se passe, ça a été décrit par Carl Graves, la spirale dynamique, repris par des tas d'auteurs. Le dernier en date, c'est Frédéric Laloux dans Reinventing Organization sur l'entreprise libérée. Moi, j'ai mis aussi dans un autre ouvrage. L'idée, c'est de comprendre que, en tant qu'humanité, on va changer d'étape, donc de paradigme, ça revient vraiment à ça, en fonction de la complexité de notre société. Alors, complexité de société que nous avons en général co-créée. Alors, peut-être pas chacun d'entre nous ici, mais on y participe soit volontairement, soit parce qu'on est contemporain de telle ou telle époque. Et donc, selon chaque époque de l'humanité, Carl Graves a mis comme ça des couleurs pour arriver à montrer, dès qu'il y a un niveau de complexité qui augmente, hop,
nous avons les capacités aussi qui augmentent, cognitives et accessoirement aussi émotionnelles. C'est intéressant quand même. Alors déjà, c'est rassurant parce que on n'est pas obligé d'aller dans le transhumanisme tout de suite, ça c'est quand même bien. On n'est pas obligé non plus de se mettre 12 implants pour être à niveau. Donc voilà, on peut suivre l'élan de Google, et on peut aussi suivre d'autres élans et de se dire on a quand même les capacités et on va avoir les capacités à gérer ça. Et donc là, nous, ici, excusez-moi, je reviens, on va avoir à peu près tout ça en même temps qui est mélangé dans une même société française ou autre. C'est-à-dire des gens qui vont avoir des cadres de référence de chacun des niveaux. Certains. Alors, le principe, c'est que on arrive au dernier niveau en étant composé de tous les niveaux précédents. Donc, il y a une notion d'intégration. On est capable de faire du rouge, du bleu, du orange. Là, c'est pareil, je ne peux pas forcément complètement détailler, mais sachez qu'on est composé de tout le reste. Mais selon les cultures, on va avoir des cultures qui vont être plutôt à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Donc, la mixité sociale que nous avons, au passage que nous ne nous autorisons pas à parler, donc il faudrait vraiment qu'on s'autorise à se parler de nos différences pour qu'on arrive à quelque chose qui soit vraiment chouette, eh bien, fait qu'on peut avoir des chocs de culture, des chocs de valeurs, parce qu'on n'est juste pas câblé tout à fait pareil. Donc on évolue de plus en plus vers cette notion turquoise, qui est donc une capacité de l'humanité à pouvoir être au-delà encore du systémique et vraiment envisager les choses, le monde, les relations de façon holistique. Donc on y tend, on y arrive, on avance. Sauf que dans un premier temps, dès l'instant qu'on franchit des caps comme ça, eh ben les stades intermédiaires, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être des stades de frottement. Et plus c'est virulent, plus vous pouvez vous dire qu'on passe le cap, parce que ça veut dire que le modèle précédent se défend de ce qui est en train d'émerger. Il se défend un peu comme l'Empire romain, il n'a pas envie de mourir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère. Oh. Hop. Alors face à ça, je regarde parce qu'il ne reste plus que 2 minutes et demie. Donc face à cette complexité, il devient vital de coopérer. On voit bien que le pic de la Mirandole, qui était donc justement à l'époque de la Renaissance, qui avait ce talent, pas seul d'ailleurs, parce qu'on a ramené on croit que c'était lui tout seul qui avait toute la connaissance, mais pas que tout seul. Il avait déjà inventé Wikipédia avant l'heure. Mais en tout cas, d'avoir ce talent, d'avoir ramassé toutes les connaissances d'une époque en un même moment, aujourd'hui, c'est pas la peine. Même connaître tous les mails en France pour une seule personne, c'est pas possible. C'est tellement énorme qu'on ne peut plus tout seul gérer quoi que ce soit. Donc, on voit bien qu'on est obligé de gérer à plusieurs. Donc, on a besoin effectivement d'être agile, d'être plus dans cet instant présent qui va être en capacité de gérer toutes ces rétroactions systémiques, c'est-à-dire tout ce que font les gens quand vous leur envoyez un message, l'un réagit, l'autre fait autre chose. C'est pas pour rien qu'on parle d'instant présent. C'est pas pour rien qu'on voit arriver la méditation dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que la méditation, elle permet la capacité à être dans l'instant présent et à être présent, donc à être en capacité d'être agile pour voir ce qui est en train de se passer et pas contrôlant. On a parlé d'innovation, c'est comment s'adapter à l'incertain, à l'imprévisible, et effectivement comment travailler tous ensemble. Et la raison pour laquelle je suis passée d'intelligence collective à intelligence coopérative, on pourrait regarder que l'humanité a su faire des choses incroyables en intelligence collective, comme par exemple le nazisme. Ça, je veux dire, on a été efficace. Hein. Ça, alors là, ce qui me gêne, c'est l'intention. Donc, ce qu'il faudrait, c'est une intention au service du vivant et pas au service de la destruction. Donc, je préfère le nommer intelligence coopérative. Pourquoi ? Ça, c'est mon travail avec des Allemands qui me l'a donné. Un jour, je travaillais avec franco-allemands. Et ça s'était tellement mal passé que les Français avaient dit nazi aux Allemands, donc ça commençait bien, le truc, c'était qu'il y a 15 ans. Hein. Et eux, ils nous disent collaborateurs, ça évoque rien pour vous ? Non. C'était extraordinaire de voir comment nous avons des liens cognitifs et affectifs et d'autres coupés. Quand j'ai voulu faire traduire le mot leader ou manager en allemand, ça fait fureur. Nous, tout le monde est comme ça, quoi. Par contre, collabo, rien. Et on voit que tout notre système entreprise, on parle de collaborateurs. Et on n'a pas du tout le même élan. Mais
il y a une acception, donc un sens du mot qu'on a allègrement évité. Donc, pour essayer de porter autre chose, je préfère dire intelligence coopérative qui ne se trimballe pas comme ça, un petit sens caché qu'on avait oublié, mais qui doit sans doute être opérant des fois ou opératif. Voilà. Eh ben, ça devrait être bientôt terminé. Donc, je me suis amusée à vous reprendre des termes. C'est quoi l'intelligence coopérative humaine? J'ai fait exprès de la laisser parce que sinon, il y en a qui sont paumés à la fin. Donc, c'est la capacité cognitive d'un groupe à interagir ensemble et dans une organisation plus ou moins complexe. C'est la connaissance de la structure globale, c'est la complexité, mais c'est aussi les capacités relationnelles pour coopérer. Là, j'ai lancé un nouveau projet et c'est extraordinaire parce que les gens viennent à moi. Donc, ce n'est pas la même chose de coopter les gens que d'accueillir les gens qui viennent à vous. Hein. Et là, il faut gérer l'altérité. Donc, ils veulent tous coopérer et au deuxième mail, tout le monde se fout sur la gueule. Parce qu'évidemment, on a des gens qui ont des super personnalités, qui veulent contribuer. Et la manière dont ils contribuent, c'est boum, boum, on a les égos qui se rencontrent. Donc surtout, n'oubliez pas, parce que souvent on parle d'intelligence, on voit le côté cognitif, rajoutez surtout aussi l'intelligence émotionnelle, parce que sinon on va dans le mur. Et ce n'est pas un hasard si quand vous voyez tous ces éléments émerger, on voit arriver la communication non violente, on voit arriver, ou Gordon, peu importe la méthode, enfin des techniques de communication bienveillante, des capacités à se centrer, des capacités à pouvoir travailler ensemble et plein de méthodes et de pratiques pour coopérer. C'est quand même rigolo que tout arrive en même temps. Il ne devrait pas y avoir trop de hasard. Normalement, j'ai fini, puisque ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà, et donc quand on y arrive, ça donne ce que vous aviez tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt joyeux. Donc il n'y a pas la température, mais ça donne ça, et ça donne une grande capacité de créativité. Et ce que vous avez dit au démarrage est absolument évident et vrai. L'intelligence collective repose, ou coopérative repose sur la confiance. Est-ce que j'ai infiniment confiance dans les personnes qui sont là pour que ça se passe ? Mais si je suis dans le contrôle, il ne va pas savoir faire, il est trop jeune, il est trop ci, il est trop vieux, il est trop je ne sais pas quoi. Eh ben, ça ne va pas, la personne se sent engoncée et voit bien qu'il n'y a pas la confiance. Sauf que pour arriver à faire confiance, vous voyez tout ce que ça amène comme fil. La confiance qui s'établit sur la compétence, la confiance interpersonnelle. Mais voilà, donner de l'espace, après ça veut dire aussi des espaces de régulation. Parce que voilà, si vous donnez confiance, c'est une chose, mais si le résultat n'est vraiment pas ce que vous attendiez, il faut aussi être en capacité de pouvoir en parler. Mais ça va donner des espaces de régulation où on va pouvoir se dire les choses. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle aussi de changement de gouvernance pour avoir les modalités pour fonctionner ensemble. Voilà, c'est bon. Si je veux vous laisser un peu de temps. Voilà, c'était un peu en accéléré. Je voulais surtout que vous viviez un peu quelque chose. Et donc, si vous avez envie de réagir, pour les autres, je vous souhaite un bon appétit. Ça peut aussi être des réactions, des commentaires, c'est pas toujours. Histoire. Voilà. Je passe de l'autre côté. Monsieur Karine. Je ne sais pas. C'est monsieur? Bonjour. J'avais une question sur les moyens qu'on peut mettre en œuvre ou les situations sur lesquelles essayer d'inciter les gens à aller dans l'intelligence collective coopérative peut marcher peut-être plus facilement sur les situations quotidiennes. J'ai entendu parler de digital, par exemple. C'est effectivement les moyens que vous allez mettre en place. C'est un outil. C'est l'outil, mais comment est-ce que les gens s'en emparent? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Donc ça va aussi être comment on présente les moyens, les outils, les méthodes pour que les gens aient envie de contribuer. C'est-à-dire que si vous avez, parce que ça arrive dans plein de boîtes, comme c'est plus facile à faire qu'autre chose, on va faire une salle dédiée à l'intelligence collective, au design thinking, ou à je sais pas quoi. Puis vous regardez, il n'y a personne. Ou une salle de méditation, ça c'est encore plus des bien-être, méditation et tout. Alors là, c'est le grand désert, parce que selon où c'est. Pourquoi? Parce que quand vous sortez de la salle de créativité, si on dit « Alors, vous êtes bien amusé ?» avec un truc bien, boum. Et de l'autre côté de la salle de méditation, ça va, t'as bien dormi? On voit bien que d'entrée de jeu,
on casse ce qui a été fait. Donc ça veut dire que si on veut faire de la coopération, l'intelligence collective, c'est pas que les moyens physiques, c'est pas que les méthodes et les outils, c'est vraiment un esprit. C'est-à-dire comment est-ce qu'on encourage, est-ce qu'on facilite les choses. Mais quand vous avez un directeur général qui passe et qui vous dit ça va, c'est bon, tu vas te mettre à bosser bientôt. Bon, bah, tout le truc a été cassé. Mais c'est pas grave, on aura mis 100 000 euros d'investissement quelque part et une phrase, boum, par terre. Donc, c'est vraiment une modification profonde qu'il faut arriver à faire. Donc, l'idée, c'est d'essayer petit. Hop, on essaie dans son équipe, on essaie dans des tas de choses. Et donc, il y a plein de méthodes qui existent et qui sont faciles à appréhender. Le tout, c'est de mêler aussi l'esprit et qu'il y ait de la cohérence dans les comportements. Oui, allez-y. Oui, moi, c'était plus... sur un slide, j'ai vu « Les gentils durent plus longtemps ». Et ça m'a laissé perplexe. Voilà. Oui, alors ça dépend effectivement ce qu'on regarde. Si on regarde, en général, ceux qui se faisaient la guerre, en général, ils sont morts les deux souvent. En tout cas, à l'époque du Moyen-Âge, ça s'est vite fait. Ceux qui étaient un peu, entre guillemets, gentils restaient. Aujourd'hui, ça dépend de la culture d'entreprise. Toujours pareil. Mais si on connote, et c'est pour ça que je vous l'ai mis, je savais bien qu'il y aurait quelqu'un qui réagirait. Ça marche. Est-ce qu'on a besoin d'être méchant d'un côté, ce qui caractérise certains et catalogue, et gentil de l'autre, c'est pas la question. C'est est-ce qu'on va laisser en fait les personnes s'exprimer telles qu'elles sont. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on disait vous laissez vos problèmes à la porte du bureau. Ah ouais, ben bien sûr. Là, ça va. Alors, ça a donné des gens qui étaient alors, eux, ils ont réussi. Certains étaient totalement coupés. Donc, du coup, il n'y avait aucune capacité à être en lien émotionnellement. Ça, ils avaient réussi. Mais du coup, quand il y avait des choses qui se passaient dans l'équipe ou dans l'entreprise, il n'y avait plus ce lien-là. Donc, c'est pas vrai. On peut pas dissocier les choses comme ça. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour autoriser les gens à être qui ils sont et accepter que si on laisse les gens être qui ils sont, ça va être génial pour eux et génial pour le collectif. Et pas de vouloir les enfermer en « je veux que tu sois comme ci, il faut que tu sois féroce, il faut que tu sois ceci et cela ». Vous voyez ? Donc la question des gentils, c'était un peu un clin d'œil. Je dirais surtout, est-ce qu'on peut laisser les gens être qui ils sont ? Est-ce qu'on donne les capacités à encourager les talents pour que les gens puissent manifester leurs ressources, leur créativité. Et c'est pas pour rien que l'histoire du bien-être au travail est arrivée. C'est pour dire, plus les gens se sentent bien dans un environnement, et plus ils peuvent participer et donner quelque chose pour l'ensemble. Alors, Christine, on parle exactement, on sait très bien la place qu'il y a l'organisation, le management dans l'ouverture pour que les gens participent, pour que les gens soient plus créatifs. Mais quelle est la place que chacun peut avoir justement, pour ne pas attendre justement cette place donnée par les managements, qui fait nous, au chacun à son niveau? Alors, effectivement, surtout dans des organisations où parfois il y a des plafonds de verre, pas au sens habituel du terme, mais des plafonds de verre à cette capacité à coopérer, eh bien, moi, j'invite plutôt les gens à être acteurs. Essayez dans le périmètre où vous êtes et voyez ce que ça fait. Et traduisez ce qui est en train de se passer dans votre équipe en résultat, ce qui est plus entendable par d'autres, et dire, bah voilà, avant on fonctionnait comme ça, bah voilà ce qu'on produisait en service et en efficacité et en qualité, en je sais pas quoi. Et maintenant qu'on fonctionne comme ça, voilà vers quoi ça nous amène et les résultats qu'on a. Et certains vont être beaucoup plus réceptifs, effectivement, à un ROI très pragmatique, un retour sur investissement, en disant, bon, toutes vos salades, là, concrètement, ça me rapporte quoi ? Et c'est en fait en les amenant petit à petit à ces résultats-là, en voyant ce qui a été fait, que les gens peuvent adhérer. Donc surtout, l'essentiel, c'est d'arrêter d'attendre. Donc, on a une idée, on la transforme en action et on voit simplement si l'écosystème est favorable et quand même OK. Mais il y a quand même Quand je parlais tout à l'heure de mailloticienne des organisations, ça veut dire qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi de façon standard chez tout le monde. C'est quel est votre ADN, qu'est-ce qui vous est spécifique, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais vous pouvez essayer de pousser un peu les lignes et de montrer qu'en fonctionnant différemment, eh ben, ça marche.
d'autres Incite. envies de partage? En région, est-ce qu'il y a à Arcueil, à Angers et à Mazas? Donc, on a une réaction. Juste réagir par rapport au fait de coopérer, d'avoir une intelligence collective. Je pense que beaucoup, ce qui ressort en ce moment en termes de tendance, c'est le mot bienveillance qu'il y a à avoir envers les autres et à permettre tout simplement à intégrer les gens dans un groupe en restant ouvert. Donc ça peut être soit en laissant toujours une chaise à côté qui est vide pour que les gens puissent venir s'asseoir systématiquement, faire un résumé de la conversation pour que les gens puissent s'intégrer facilement, ainsi de suite. Il y a plein de petites actions comme ça pour que les groupes en fait deviennent plus cohérents et restent toujours sous l'ouverture. Et cette valeur-là de bienveillance, ça fait partie des chartes de valeurs, mais pas le truc affiché, quelque chose qui est incarné, qui est vécu, qui est expérimenté. Et effectivement, s'il n'y a pas ces valeurs-là, qui constituent, moi j'appelle ça un chaudron, dans lequel on va pouvoir faire des choses, dans lequel on va pouvoir expérimenter, effectivement, ça ne va pas marcher. Parce que nos altérités, dès l'instant qu'on ne va plus être d'accord, ça part tout de suite en critique, en jugement, etc. C'est-à-dire le contraire de la bienveillance. Donc, est-ce que chacun d'entre nous, nous avons le droit d'être différents sans que ça se traduise par de la virulence? Et donc, comment on peut apporter une idée? Donc, on sait que c'est dans les règles du brainstorming. Hein. Le brainstorming, on vous demande, première étape, de ne pas juger, justement, pour ne pas casser le flot des idées et l'élan des idées. Donc, Walt Disney l'avait vu dans le processus créatif. Il avait dit qu'il faut peut-être des étapes bien séparées pour qu'à un moment donné, on puisse tout lancer. Puis après, on va examiner chacune des idées avec un principe de réalisme jusqu'à la capacité à transformer en quelque chose de concret. Donc, la bienveillance, je vous remercie, c'est vraiment une valeur cardinale, essentielle pour avoir la capacité à coopérer. Et comme tout ça peut paraître très... Enfin, je n'ai pas dit que vous ne le faisiez pas. Je dis en général, ça peut paraître très théorique. Moi, je préfère le bac à sable, le laboratoire. Faisons et voyons effectivement émerger tous les besoins qu'on a. C'est-à-dire que peut-être des fois, vous avez vécu des formations où on dit « Alors, on va commencer avec telle et telle règle, on va faire ci, faire... » Et vous regardez, vous demandez pourquoi il nous dit ça là maintenant. Par contre, laissez le groupe bouger et voyez que ça commence à piquer un peu entre les gens. Et là, vous arrêtez, vous dites « Est-ce qu'il ne faudrait pas un truc là ?» Ah oui, là maintenant, je vois bien que... voilà. C'est comme quand on a faim. Quand on a faim, c'est les tripes qui parlent, on a envie d'aller manger, ça va être l'heure d'ailleurs. Et tandis que, voilà, vous parlez de nourriture à un moment où les gens n'ont pas faim, ça fait un flop. Donc sachons mettre les conditions qui vont permettre l'intelligence collective. Donc là, on avait gardé le principe du cercle et aussi ce contenant. C'est-à-dire, c'est quel est le contenant que nous allons créer qui va permettre de manifester ça. Donc un des contenants, je vous en ai parlé, c'est la forme, l'architecture déjà d'un lieu, qui fait que là, vous ne vous voyez pas. Donc, ça fait ce format-là ne permet pas l'intelligence collective. Donc, il y a la structure physique, il y a les modalités avec lesquelles on accueille les gens, il y a les chartes relationnelles, c'est-à-dire quels sont les principes qu'on se donne et les valeurs qu'on se donne pour avoir la capacité à se parler de façon qualitative. Et si on a déjà tout ça, alors on peut se mettre encore plus à être créatif. Et puis, la plus grosse difficulté, c'est juste d'incarner les trucs qu'on raconte. Et donc là, quelle bienveillance on va avoir parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut dire « Ah, là, vous ne faites pas ce que vous dites. » Oui, d'accord, je sais. Voilà. On vient tous d'un monde individualiste, donc ce n'est pas gagné. Mais on fait ce qu'on peut, de notre mieux. Donc, si le terreau est favorable, ça marche. Juste un dernier point pour illustrer. Vous savez combien de fois un petit bébé passe de temps avant d'arriver à marcher? Merci, madame. Eh bien, est-ce qu'on se donne autant d'occasions entre nous? Est-ce qu'on se donne 2000 fois l'occasion d'expérimenter avant de réussir? Ça m'étonnerait. Hein. Et même vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas plutôt fait quelque chose, qu'on a une exigence de résultat et on se tape dessus, même intérieurement, si on ne l'a pas fait. Eh bien, un petit, si dès l'instant qu'il se casse la figure, vous dites « Non, mais t'as vu comment tu marches ?» Ben, il ne recommence pas, enfin, il met plus de temps. Donc, on a cette bienveillance pour des vrais tout-petits, on ne l'a pas pour nous et encore moins pour un contexte professionnel. Si on donne ce droit à l'erreur, ce qui ne veut pas dire cautionner tout le temps qu'il y ait des ratés, mais on dit « Bon, allez, vas-y, grandis », eh ben, on va marcher plus vite. C'est un excellent mot justement pour ceux qui ont participé du challenge et qui ne sont pas parmi les sélectionnés à la fin. Justement, c'est que
la première opportunité. On a encore d'autres opportunités. Il faut se donner aussi l'occasion de tester, d'essayer et pas abandonner une bonne idée, hein, notamment. Donc, merci beaucoup. Merci Christine. Merci à vous. Merci à vous.